Je vous ai fait un petit plan pour vous présenter un peu le déroulé de mon intervention. Donc déjà, je vais vous présenter vraiment la dimension institution, structure depuis laquelle je vous parle. Ensuite, le fameux portail Quetelet Projet d'eau, donc où il est possible de trouver des données et les commander. Donc après, quelques mots sur comment commander les données. Et enfin, la question du dépôt aussi des données produites par le monde de la recherche. Ça? Ok. Oui. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le périmètre de Quetelet. Un petit point d'historique pour vous expliquer en fait comment le service est né. Au départ, c'est des chercheurs vraiment du laboratoire du LASMAS, donc qui est au centre Maurice Alvax, qui voulaient accéder aux données enquête emploi, en particulier de l'INSEE. Il y en avait qui connaissaient des gens à l'INSEE, mais le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas quelqu'un à l'INSEE pour pouvoir accéder aux données. Donc, ils ont voulu voilà, monter une structure pour que chacun des chercheurs de France et ensuite à l'étranger puisse accéder aux données et pas seulement les quelques Parisiens qui avaient la chance de connaître quelqu'un à l'INSEE. Donc c'est comme ça en fait que le projet est né et il y a au fur et à mesure des partenariats qui se sont noués. En particulier, voilà, c'est le CNRS qui du coup a porté le projet et la structure. Et il y a des conventions qui se sont mises en place en premier lieu avec l'INSEE. Et ensuite avec les autres ministères qui nous confient aussi la diffusion de leurs données. Donc voilà, on passe des années 80, 90 à 2000, où il y a le fameux réseau Quetelet, qui est le nom historique qui est connu de certains, qui vraiment voilà, est le moment où le service est ouvert à tous, et avec aussi le catalogue qui s'est vraiment élargi à cette période-là. Ensuite, il y a une volonté de continuer la structuration avec la création de projets d'eau, où l'idée est vraiment de voilà, l'objectif de projet d'eau, c'est de développer la culture des données. Et il y avait aussi un besoin de structuration parce qu'il y a plusieurs diffuseurs de données en France. Et il y avait la volonté de pouvoir mettre tout le monde en commun, pouvoir discuter. D'où la création de projets d'eau. Et enfin, on a maintenant, même si ça existait, mais de manière vraiment limitée, pour ceux qui vraiment nous connaissaient, la possibilité de déposer et diffuser donc, les données produites par les chercheurs sur ce même modèle. Donc, les publics qui sont autorisés à utiliser nos services, c'est vraiment toute la communauté scientifique. Peu importe en fait le statut, voilà, que c'est aussi bien les étudiants, doctorants, chercheurs, ingénieurs d'études ou de recherche, du moment qu'ils font partie d'une institution qui est reconnue comme telle. Donc toutes les universités, les écoles, voilà, faut vraiment que, pour nous, c'est ça le principal critère. Après, ça peut être en France ou à l'étranger, donc on ne connaît pas toutes les institutions, donc on regarde quand il y en a des nouvelles qu'on ne connaît pas. Mais du moment que vous rentrez dans le domaine, l'accès est libre et gratuit. Petit détail qui peut avoir son importance. Un premier point général, mais qui vraiment est essentiel pour vous expliquer tout le reste de la diffusion des données par rapport à la structuration en fait, de l'offre des fichiers sur le marché, on va dire. Parce qu'en fait, il existe différents types de fichiers. Du coup, ça donne pour vous aussi, oui. On a les données vraiment standards, ce qu'on appelle vraiment l'open data, que l'on peut trouver en libre accès sur l'INSEE, sur data.gouv ou d'autres sites, qui sont vraiment voilà, accessibles du coup au grand public. On a cet extrême-là, et si on va de l'autre côté de mon schéma, on a les données confidentielles, où là, c'est vraiment les données quasi brutes des producteurs avec beaucoup d'informations
qui, elles, en tant que telles, ne peuvent pas être diffusées parce qu'il y a beaucoup trop de détails et ça respecterait pas le RGPD. Donc, il y a un accès spécifique par rapport, à ce type de fichier qui est l'accès, sécurisé aux données qui est géré par le CASD. Je vous présenterai un peu plus en détail après. Mais là, c'est pour vous montrer, en fait, vraiment les 2 extrêmes et ensuite, on a, ce qui est notre cœur de métier, vraiment les données pseudonymisées, hem, qu'on appelle les scientific use files. Si vous tombez sur d'autres terminologies comme ça, c'est ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle les fichiers production et recherche, parce qu'ils sont créés spécifiquement à destination du monde de la recherche. C'est des fichiers qui ne sont pas diffusés ailleurs et c'est des fichiers que les producteurs de la statistique publique, l'INSEE, autres ministères et autres organismes que je vais vous présenter après, créent vraiment pour les chercheurs. Parce qu'ils ont conscience que ce niveau de l'open data n'est pas suffisant pour pouvoir mener des recherches, parce que les données sont trop agrégées. Et d'un autre côté, le CASD n'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a beaucoup trop de détails et surtout le CASD a un coût et que tout le monde ne peut pas forcément payer. Donc, ils ont été d'accord pour créer ce niveau intermédiaire pour aider le monde de la recherche. Voilà, donc après, c'est vraiment une question d'agrégation et de niveau de détail que l'on peut trouver dans les données. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut commencer en fait, voilà, par ce qu'on trouve en accès public et au fur et à mesure, si vous avez besoin de plus, bah, vous montez d'une échelle à chaque fois. Il n'y a aucune concurrence entre les types de fichiers, c'est vraiment selon ce dont vous avez besoin. Au niveau de la structure, comme je vous disais, voilà, maintenant, c'est organisé par l'IR étoile. C'est du jargon institutionnel, mais voilà, l'idée, c'est que c'est une grande infrastructure qui a vocation, voilà, au niveau national, mais aussi qui a des relations au niveau international, pour développer la culture des données. Pour ça, il y a des départements avec des chercheurs qui cherchent à récupérer, développer des thématiques, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a vraiment la diffusion des données françaises avec donc Ketley Projet d'eau diffusion qui regroupe 2 diffuseurs, la DISP et l'INED. Le CDSP a décidé de faire son propre catalogue et ensuite le CASD, vu qu'eux, ils sont sur aussi un créneau vraiment spécifique, donc ils sont à part. Et en soutien au niveau vraiment local, bah, comme vous le savez, vu que vous êtes là aujourd'hui, il y a les plateformes universitaires de données un peu partout en France pour pouvoir aider vraiment localement les chercheurs. Un petit point donc par rapport à notre partenaire qui est l'INED, ils produisent et diffusent en fait leurs propres données sur leurs thématiques, donc qui sont en lien avec les thématiques classiques de démographie, donc tout ce qui peut être par rapport à la fécondité, l'immigration, les questions de vieillissement, voilà. Ils ont à peu près 65 références qui sont disponibles sur le même catalogue que nous, que je vais vous montrer après. Et ensuite, donc le catalogue de la DISP, comme je vous le disais, il y a donc les ministères, l'INSEE qui représente 75 du catalogue parce que c'est la statistique publique, c'est vraiment le plus gros producteur de données en France. Mais aussi les autres services ministériels, en particulier l'adresse et la DARES qui vraiment mettent à disposition beaucoup d'éléments pour le monde de la recherche. Mais après, il y a aussi d'autres organismes qui nous partagent des données, tels que l'OVE, le CEREC, le CREDOC, le CEREMA pour tout ce qui est enquête, ménage, déplacement. Enfin voilà, il y a vraiment un panel qui est assez large. Juste, il faut bien garder en tête que nous, on diffuse uniquement des données quantitatives. Pour les données qualitatives, il y a un organisme qui s'appelle Bicali. Voilà. Mais nous, vraiment, uniquement des données quantitatives. Ça peut être des données administratives ou des enquêtes. Ça peut être une enquête qui est ponctuelle. Ça peut être une série qui a une profondeur historique de 20 ans, voire plus. Voilà, on a vraiment des choses différentes. Et a priori, nos plus anciennes données remontent à 1952. Voilà. Et il y a un département historique qui s'est ouvert. Donc, normalement, on va remonter plus loin au fur et à mesure.
Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions entre-temps, quelque chose qui est pas clair. Sauf si Tu préfères être interrompu pendant que... n'importe, enfin, si c'est vraiment une question de fond, peut-être à la fin, mais si c'est une question de compréhension, voilà, n'hésitez pas, D'accord, bon, si c'est ça, moi j'ai une question. vas-y. En fait, c'est au niveau des données, Mmh, la slide, il y avait les données standards, donc tous les oui. fichiers de données, voilà, les types de fichiers. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est est-ce que les données standards, donc Public Use Files, c'est ce que on trouve sur le site de l'INSEE sans passer par Oui. Quetelet? Donc ça veut dire que si on veut passer par Quetelet, il faut vraiment que, comme tu l'as expliqué, qu'on appartienne à une en fait, Mmh. université. Et donc, mais si quelqu'un veut des données, parce que si peut-être je ne sais pas trop depuis combien de temps il y a eu, je ne sais pas si je peux dire cette convention entre l'INSEE et Progedo, Bah, dans les années 90. les années 90, parce que il y a eu aussi, d'après ce que moi j'ai un peu vu, il y a eu quelques changements parce qu'il y avait des données standards qui étaient ouverts au public. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ceux qui avaient pour habitude, qui n'étaient pas des chercheurs et autres, qui avaient accès à ces données, se sont rendus compte qu'avec le temps, ces données étaient déjà fermées. Quand je dis fermées, elles n'étaient plus ouvertes au public. Mais dans ce cas, comment ces personnes-là doivent faire si elles veulent accéder aux données, par exemple, de la statistique publique, donc où il y a le fichier, je ne me rappelle plus très bien la terminaison, mais je sais que c'est en fait FPR. Oui, Voilà. Comment ces personnes peuvent faire si elles ont pas le droit. elles n'ont pas le droit? Les FPR, c'est spécifiquement pour la recherche. D'accord. Mais si elles ont besoin il faut qu'elles s'adressent à l'INSEE, À l'INSEE, oui. si elles ont besoin d'une Mmh. demande particulière Oui, sur. l'INSEE a un service et ils répondent. En fait, nous, on a un partenariat à l'INSEE aussi pour les décharger, en fait, des demandes des chercheurs. D'accord. Ça leur permet que dès qu'il y a un chercheur, en fait, qui s'adresse à eux, bah, allez voir la DISP Mm. et s'il y a un problème, la DISP nous le dira. Mais en premier lieu, en fait, on est vraiment leur interlocuteur parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de chercheurs, en fait, qui s'adresseraient à eux. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà eu les demandes inverses dans le sens où Des particuliers qui s'adressent à qui nous s'adressent à et vous, nous, oui, on les renvoie à l'INSEE. à l'INSEE? Parce qu'en D'accord. fait, c'est vraiment des conventions, on n'a pas le droit, en fait. C'est D'accord. vraiment, au niveau légal, c'est fait uniquement pour Non, le pour monde de la la. recherche. D'accord, merci. Sinon, voilà, faut aller. Après, tout ce qui est disponible sur le site de l'INSEE, ça, c'est grand public, il n'y a pas de. Non, non, ça, je sais parce que Mm. j'ai eu un peu récemment, j'ai vu qu'il y avait des données à une certaine date qui étaient ouvertes pour voilà, et qu'après Bah, le site a changé aussi, en fait. l'enquête d'après, je sais pas si je dis l'enquête Mm. d'après, on retrouve plus des données, des variables, un détail plus sur Mm. le site de Quetelet que sur voilà que Oui. sur celui de l'INSEE. Donc c'était juste pour savoir à peu près comment ça se passe et tout. Bah, il y a aussi le cas où, en fait, l'INSEE ne garde pas beaucoup de profondeur historique sur son site. Bon, déjà, du moment où ils ont changé, en fait, ils n'ont pas rapatrié tout l'historique. Donc nous, régulièrement, il y a des sources qu'on va télécharger en fait Mm. sur le site de l'INSEE. Donc au premier abord, il y a pas, on se dit bah, elles sont aussi disponibles, il n'y a pas forcément besoin de passer par nous. Mm. Mais par contre, si on veut des données qui ont 20 ans, elles n'y seront plus. Donc D'accord. nous, en fait, dans ce sens-là, on les archive Mm. pour garder cette profondeur. Et après, on garde aussi la même structure de documentation qui aide aussi à l'exploitation. C'est pour ça qu'on a aussi quelques données standards, mais notre cœur de métier, c'est vraiment les FPR, quoi. D'accord. C'est bon? Merci. Alors, je retourne. Donc on a vu un peu donc les producteurs. Pour le catalogue, on l'a organisé, par rapport à 10 grands thèmes. Vous voyez, c'est assez large. Donc, tout ce qui est, population, démographie avec, vraiment, un de nos best-sellers qui est le recensement de la population, sans grande surprise. Idéal pour, les données de cadrage, en tout genre. Après, il y a aussi l'enquête emploi qui est très demandée. Qui vraiment aide beaucoup, au monde de la recherche. Et après, il y a voilà, les thématiques sur l'éducation, sur, la santé, les opinions. Entreprise, on a un peu moins parce qu'il y a des questions, de difficultés de pseudonymisation, et du coup, ça va plutôt au CSD. On a quelques éléments, mais, la majorité quand même va au CSD. Après on a des données localisées et historiques. En parallèle de ça, les
Dans le catalogue, voilà, là, c'est des références, on va dire, qui sont déjà structurées. Vous les commandez, c'est un produit, c'est fini. On nous pose la question, on ne peut pas ajouter de variables. C'est le producteur qui a choisi, en fait, ce qu'il mettait dedans. Et après, il y a d'autres types de produits. Oui. Excusez-moi, je vais intervenir si ça vous dérange pas. Récemment, j'ai cherché une donnée au niveau de l'INSEE, comprendre le nombre d'entreprises qu'il y a dans la région et dans chacun des départements. Et du coup, j'ai pas trouvé cette donnée-là. Je voulais savoir si c'est le type de données qu'on peut trouver. Je vois qu'il y a des données sur les entreprises, notamment comprendre les micro-entreprises, les ETI, les PME et les grandes entreprises, comprendre le nombre d'entreprises qu'il y a. Bah, ça, on va regarder après, parce que là, c'est un peu détaillé par rapport. On regardera après ce qu'on peut trouver. D'accord, merci. Donc ensuite, il y a d'autres types de produits qu'il est possible de commander via la DISP. Il y a un outil qui permet de faire des projections de population qui s'appelle ONFAL. Le distancimétrique aussi, qui est pas mal commandé pour faire des calculs de distance, des temps de parcours. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les produits sur mesure, où là, en fait, il n'existe pas forcément de FPR pour ces produits-là. L'INSEE sait que ce qui est en open data ne suffit pas, donc elle propose en fait un service où, si vous avez une demande sur soit une zone géographique spécifique, une profession spécifique, pouvoir accéder à un certain niveau de détail que vous ne pourriez pas avoir pour toute la France entière. Donc, c'est des tableaux qui sont vraiment construits selon le besoin du chercheur. C'est pour ça qu'on appelle vraiment sur mesure. On définit ensemble, j'ai un peu le détail après, oui, les variables dont vous avez besoin, ce qui est possible de croiser. Mais bien entendu, ce n'est pas sur tout ce qui est disponible à l'INSEE. Il y a un nombre de sources qui est listé. Et voilà. Et bien entendu, ça doit respecter le secret statistique. C'est écrit de manière sur chaque page de l'INSEE, il n'y a aucun doute. Mais ça permet quand même d'obtenir des données qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. C'est une offre qui existe aussi, là pour le coup, pour le privé, mais qui est payante. Donc l'avantage de passer par nous, c'est que c'est gratuit. Parce qu'il y a une convention, voilà, toujours entre nos services. Le CASD, donc, dont je vous avais touché 2 mots au début, qui gère vraiment l'accès aux données confidentielles. Ça se passe en fait, pour le coup, avec une SD Box. En fait, c'est un terminal qui utilise l'empreinte digitale pour que vraiment ce soit la personne qui a été autorisée à accéder aux données et uniquement elle qui puisse travailler sur les données. Ça demande de passer devant le comité du secret statistique. Donc voilà, en fait, la procédure est à la fois coûteuse et un peu plus longue, mais nécessaire pour certains types de données où on a besoin d'un fort niveau de détail. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous avez besoin de ce type de données. Il y a donc à la fois des données individus et ménages qui sont plus détaillées que ce que nous, on peut proposer au niveau des FPR. Tout ce qui est données entreprises, où vraiment, là, ils ont beaucoup plus de choses que nous, parce que ces fameuses questions d'anonymisation, et aussi des données sur l'agriculture, même si dans quelques mois, on espère bien récupérer le recensement agricole. Alors juste un petit point sur comment ça se passe. Du coup, si vous commandez des données via le CSD, donc il faut prendre à la fois contact avec le producteur qui vous autorise à accéder aux données, voir ce qui est possible de faire par rapport aux données dont il dispose. Et ensuite, il faut poser sa demande sur le portail qui s'appelle le CEDAP. Et du coup, derrière, c'est le comité du secret statistique qui prend le relais pour étudier chaque dossier. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Et il y a ce qu'ils appellent des séances d'enrôlement, en fait, pour expliquer comment fonctionne la box, En fait, vous avez tous les outils qui sont mis à disposition sur les box. Par contre, vous pouvez rien sortir de manière autonome. Chaque sortie est validée par une équipe du CASD pour vérifier que ça respecte bien, encore une fois, le secret statistique. En fait, quand vous menez vos analyses, vous voyez tout, vous pouvez faire tous les croisements que vous voulez, mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il vérifie.
Donc évidemment, c'est pas branché à internet, vous mettez pas de clé USB. Voilà. Alors maintenant, un petit point par rapport, au site internet. Donc on a, les 2 partenaires, chacun, notre site internet. Ça marche, hein, si je ouais. Parce que normalement, j'ai des liens si je clique dessus. Je clique, mais ça marche pas. Ah, c'est ça. Ah, non, ça veut pas te donc voilà, donc là, il y a notre site, au niveau de la DISP où vous retrouvez, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux items, et vous avez sur chaque page, c'est pas très rapide, heu, vous pouvez voir, voilà, les différents produits. Après, il y a toutes les informations par rapport au PSM, que je vous indiquais, et ensuite, voilà, on a différents onglets, de présentation. Ah, du coup, il y a plus le voilà. Et il y a l'INET qui, pareil, a son site institutionnel qui présente, les différents éléments. Et maintenant, on a un nouveau, catalogue en commun. Du coup, attendez, parce que sinon je vais perdre à chaque fois mon diapo. Si je fais contrôle en même temps, c'est ça? Ah oui, super, merci. Donc le nouveau catalogue, parce que l'ancien avait déjà plus de 10 ans. Donc on s'est dit qu'il y avait besoin de rafraîchir, qui vous permet du coup de retrouver, toutes les, enquêtes et références, qu'on met à disposition. Vous avez, en haut, vous voyez à peu près le volume de ce qu'on a à disposition. Là, vous avez une petite, frise si vous savez, la période, qui est importante pour vous, vous pouvez filtrer avec. Le moteur de recherche, plutôt classique, hein, qui marche, voilà. Si je mets, emploi, bah, vous voyez, tout ce qui est enquête emploi qui sort forcément. Et après, vous avez là, vous voyez, hein, quand je bouge la petite souris, c'est bon? Vous avez différentes entrées. Vous avez, par série, parce que justement, voilà, la fameuse enquête emploi, il y a beaucoup, on a de 1980 à 2021. Donc là, on peut vraiment parler d'une longue série. Ça vous permet d'avoir un résumé de la série en général, d'avoir, les évolutions. Et après, vous pouvez vraiment rentrer, par la référence. Là, donc si on prend la dernière, pour chaque référence, vous avez, des informations, qui vous présentent en fait, tout ce qu'il y a besoin de savoir, idéalement avant de commander l'enquête. Ça vous permet justement de savoir ce que vous obtiendrez une fois que vous aurez commandé. Ça évite de commander à l'aveugle. Donc vous avez un résumé général, des mots-clés qui vont aider pour, quand vous tapez les recherches. Vous savez s'il y a des nouvelles versions des données, le DOI qui peut servir, si en fait vous avez découvert l'enquête à partir d'un article qui citait le DOI, et vous, au moment où vous voudrez publier, pouvoir citer le DOI. Après, il y a un peu plus de détails sur, la couverture géographique, pardon, et des éléments de méthodologie, sur l'échantillonnage. Enfin, ça dépend après, voilà, à chaque fois selon l'enquête. Il y a plus ou moins de détails. Ensuite, il y a les variables. En fait, vous pouvez avoir, directement un aperçu, des variables, qui sont disponibles. Voilà, vous avez juste, pour le coup, des fréquences qui sont non pondérées, mais ça vous donne déjà une idée, en fait, du volume avant de commander. Si, par exemple, vous voulez commander sur une sous-population et que vous percevez qu'il n'y a que 20 personnes, finalement, dans l'enquête qui y correspondent, bah, autant le savoir avant de commander. Comme ça, vous savez si, en fait, c'est suffisant ou pas pour ce que vous voulez faire. Voilà. Là, vous savez combien il y a de fichiers, c'est pas le plus important. Et après, il y a aussi des documents, associés, le questionnaire, le dictionnaire des variables, voilà.
le producteur peut mettre différents éléments à disposition qui, du coup, peuvent être consultés avant de commander. Et pour l'accès, du coup, vous avez le lien pour commander. Et le statut du fichier, là, vous voyez, c'est marqué FPR par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que du coup, il va y avoir une procédure différente si c'est un fichier standard ou un fichier FPR. Vous voyez que les données, elles sont disponibles dans 4 formats. Et après, il y a un petit rappel sur les obligations à respecter quand vous souhaitez utiliser les données. Voilà. Je pense vous avoir montré la plus grande partie du catalogue. Hop. Ah donc oui, ça vous servira pour après quand vous aurez besoin de retrouver. Normalement, je vous ai tout raconté. Donc, oui. Est-ce que tu peux, après, je sais pas si tu vas, est-ce que tu me diras hein, si tu le feras plus tard, est-ce que tu peux revenir juste avant, Oui. quand il faut peut-être avant encore commander les données? Commander, c'est après. Ah, c'est après, Oui. ok, d'accord. Merci. Là, c'était vraiment une première présentation des informations en fait, que vous pouvez trouver sur le catalogue. Donc, le DOI, ça, je vous ai expliqué. Et en fait, voilà, sur le côté, on a aussi des filtres qui... En fait, ça dépend comment vous... En fait, si vous cherchez un thème, si vous avez entendu parler de l'enquête de tel producteur, voilà, vous avez des mots-clés, des couvertures géographiques. Il faut savoir que c'est des données françaises uniquement, mais par contre, vous savez si les DOM sont dedans ou pas, vous savez... Enfin, voilà. Si vous avez besoin d'un niveau géographique plutôt fin, ou il y a différents éléments qui peuvent... Oula, vous servir sur le côté. J'ai été un peu vite. Voilà, mais normalement, c'est assez intuitif. Hein. Pour aller sur le site, je pense que... Et puis, s'il y a besoin, vous nous écrivez ou vous demandez à la PUD de vous aider. Donc, la commande des données, nous y arrivons. Donc, par rapport à ce que je vous disais au début, c'est un service vraiment réservé à la communauté scientifique. Donc, hop, je l'ai ouvert là normalement. Vous voyez. C'est le site historique. Après, en fait, vous pourrez commander directement sur le catalogue et mettre dans le panier. Mais en fait, on est en train de construire le site. Donc, au printemps prochain, vous aurez cette fonctionnalité, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. Donc, pour l'instant, il faut encore passer en fait, par ce portail-là. Et on insiste beaucoup, mettez vraiment votre mail institutionnel. Mettez pas de Gmail, mettez pas de je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, pour nous, c'est le moyen de savoir que vous faites vraiment partie d'une institution qui est reconnue, donc université, école ou autre. Vu que vraiment les FPR sont réservés au monde académique. Donc, hop. Vous créez votre profil, ensuite vous choisissez les données, donc soit vous savez déjà, soit vous allez sur le catalogue. Il y a des formulaires, une fois que vous avez fini, il y a des formulaires qui vont être générés, qu'il faudra signer. Selon le type de données que vous avez commandé, ça va prendre entre 2 jours et 3 semaines. Je vais vous expliquer après. Et après, vous pourrez télécharger les données directement. Vous les avez sur votre ordinateur pour travailler. C'est ça, du coup, la différence par rapport au CSD que je vous expliquais tout à l'heure, où le CSD, en fait, vous travaillez sur la box, mais pas sur votre ordinateur. Donc, comme vous l'avez compris, on a nos 2 extrémités avec les données vraiment confidentielles d'un côté et l'open data de l'autre. Il a fallu trouver un moyen de concilier donc, les 2 opposés, à la fois donc, une république numérique, la loi pour une république numérique, pardon, et le RGPD, donc à la fois permettre à tous de pouvoir travailler, donc vraiment cette logique d'ouverture des données, mais d'un autre côté, protéger les individus qui ont répondu aux enquêtes. Donc par rapport à ces deux extrêmes, il y a le FPR qui a été créé pour pouvoir avoir vraiment ce niveau intermédiaire avec un passage au comité du secret statistique, vu que du coup, ce ne sont pas des fichiers qui sont complètement anonymes.
Vous nous transmettez en fait les formulaires et nous, on les transmet au comité du secret statistique. Vous n'avez pas besoin de tous déposer votre dossier au comité du secret statistique. Par contre, ce qui est le cas si vous faites une demande pour des données au CASD. Un petit point rapide qui peut être utile. On a conscience, et le comité du secret était d'accord avec nous, que la procédure d'habilitation peut être longue, parce que justement, du coup, pour les FPR, ça prend 2 à 3 semaines. Parce qu'en fait, du coup, vous nous les envoyez, on leur envoie, il faut le temps qu'ils valident, ça passe par les archives de France, parce que tout ce qui passe au comité du secret statistique passe ensuite en contre-signature aux archives, et enfin, ça revient chez nous. D'où les fameuses 2-3 semaines. Et on sait que 2-3 semaines, pour un étudiant, c'est pas toujours facile pour attendre des données. Donc, il y a une procédure de préhabilitation si c'est un projet qui est mené dans le cadre d'un enseignement. L'enseignant peut, du coup, nous transmettre la liste des étudiants de sa promo pour qu'on puisse les préhabiliter. Comme ça, le jour où ils ont besoin de commander les données, eh ben, ils vont gagner les 3 semaines et ça va durer 2 jours. En fait, c'est le temps que nous, après, derrière, on valide. Et voilà, il suffit de nous écrire à l'adresse diffusion.adisp. Il n'y a pas de délai ni de date spécifique. Il faut juste prévoir au moins 1 mois pour que les étudiants gagnent du temps, sinon ils ne gagneront pas de temps. Voilà pour ça. Les obligations dont je vous parlais, qu'on a vues sur le site internet. Utiliser les données exclusivement dans une finalité de recherche. Je pense que voilà, ça paraît évident, mais on l'a réécrit. Vous ne cédez pas les données à quelqu'un d'autre, ni à quelqu'un, ni même. Il y a la problématique de les vendre, mais même à un camarade, un autre chercheur, en fait, non. C'est vraiment une habilitation qui est individuelle, donc vous n'avez pas le droit de céder les données. Et tout est fait pour que ce soit facilité, c'est gratuit. Il faut juste le temps de remplir son formulaire. Mais après, voilà. Donc, ça aide aussi à ce que nous, on ait des arguments quand on va voir les producteurs pour leur dire, bah, vous voyez, les données sont commandées, elles ont été utilisées par tant de personnes. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce que chacun commande les données plutôt que se les refile entre eux, parce que sinon, du coup, on n'a pas de visibilité sur à quel point les données sont utilisées ou pas. Donc mentionner les sources, enfin des choses plutôt classiques qui ne vont pas trop vous étonner. Et par contre, à la fin, il faut supprimer les fichiers et, et pendant que vous travaillez dessus, les stocker dans un espace sécurisé. Ça peut être un serveur de l'université ou alors vous pouvez crypter un espace sur votre ordinateur. L'idée, c'est de ne pas la mettre sur une clé USB qu'on perd et que ça part dans la nature. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème, donc les producteurs nous font confiance, on souhaite que ça continue. Pour cette histoire de cryptage, il y a un tutoriel qui a été fait par la CNIL qui est plutôt bien, pour expliquer comment chiffrer un espace avec l'outil VeraCrypt. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez mettre pas que les FPR dedans, vous pouvez mettre plein de choses en fait. Comme ça, s'il y a un problème avec, ça peut être une clé USB ou un ordinateur, on n'aura pas accès à vos données. C'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Une question peut-être un peu, bon bref, je la pose, par rapport au partage de données. Bon, je voulais que si peut-être un chercheur il fait la commande des données, il est seul, il décrit ce qu'il veut faire des données, et après il se retrouve dans son projet avec une autre personne. Dans ce cas, est-ce qu'il doit informer la DISP ou... En fait, il faut que si l'autre personne travaille sur le projet mais pas sur les données, il n'y a pas besoin. Mais si quelqu'un d'autre manipule les données, oui, il faut que la personne commande les données aussi. Mais si les deux, parce que disons que peut-être, disons, hein, je mets juste un cas comme ça. Si peut-être au départ, quelqu'un se dit et sera seul à travailler sur les données, mais après se rend compte que peut-être n'a pas on va dire, ne sait pas manipuler les outils d'analyse statistique et tout, et se retrouve avec quelqu'un, disons, un économètre, je mets comme ça, et
a besoin de cette personne pour, voilà, pour faire toutes les analyses qu'il faut sur ces données, mais les deux vont rédiger un article, je mets comme ça. Mais au départ, quand la personne a commandé les données, elle était seule. Elle se disait, elle pouvait faire, voilà, disons, son article toute seule, mais en se rendant compte de tous ces problèmes techniques au niveau de voilà, de l'analyse empirique, voir un collègue qui dit, bon, voilà, si je le fais, je ne travaille pas pour rien, donc on écrit ensemble. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prévenir ou alors... En fait, non, il faut que la seconde personne fasse une commande les données. D'accord. Ça arrive que voilà, ils disent, moi je travaille avec un tel sur le projet, il n'y a aucun problème. D'accord. Mais par contre, il faut que chacun fasse une demande. Parce que si du coup, cette seconde personne cite les données dans son article, on va dire, mais elle ne les a pas commandées. Comment Non, en fait, les deux se mettent en... Disons, les deux travaillent ensemble, puisque ça veut dire que quand elles vont faire rédiger l'article, elles vont dire la source. Oui, mais enfin, c'est l'affaire d'une heure de commander les données. Donc franchement, il faut les commander, quoi. En fait, moi, c'est pour comprendre, parce que c'est que parfois, ce sont des choses qui peuvent arriver, qu'on a un article, après on se trouve en train de faire une collaboration avec une autre personne, parce que la personne a plus de compétences dans un... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, nous, plus il y a de monde qui les commande, et plus on a de poids après pour demander aux producteurs d'ouvrir des nouvelles données. Donc c'est aussi de l'intérêt des chercheurs, en fait, de les commander. C'est pas juste nous, parce qu'on est... Enfin, moi, je suis pas payée au nombre de données que je diffuse, quoi, en clair. Mais par contre, si moi, je veux aller parler à l'INSEE, si je veux aller parler à un ministère... Il faut que j'ai des chiffres derrière pour leur dire il y a tant de personnes qui ont commandé les données, ou même qui demandent des données qui ne sont pas ouvertes. Mais si les gens se les repassent entre eux, j'ai pas d'argument, quoi. D'accord. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Pour être sûr, donc, il n'y a aucune autre procédure qui soit prévue sauf la commande des données. Donc, pour faire intervenir une deuxième ou une troisième personne, cette personne devra passer par la commande des données. Oui. Merci. Sauf si elle ne manipule pas les données. S'il fait partie du projet, mais sur une autre partie du projet, il n'y a pas de problème, quoi. La question concernait plutôt sur la procédure. Vu qu'il y avait une adresse mail, est-ce que ça aurait été suffisant de vous informer et vous communiquer les noms? Non. Non, vraiment. Commande des données. Parfait, merci. Mais on sait qu'il y a des gens qui les commandent, mais ne les téléchargent pas. Ça, on le voit. Mais c'est pas grave. Pour nous, l'important, c'est qu'il y ait la commande, en fait. On sait très bien qu'ils ont travaillé avec leurs collègues et qu'ils n'ont pas téléchargé 2 fois les données, quoi. Après, il y en a qui les téléchargent 10 fois. On ne sait pas comment ça se fait. Ils doivent perdre beaucoup des éléments. Ils doivent les écraser, ils les retéléchargent. C'est une anecdote, mais l'important pour nous, c'est vraiment d'avoir des arguments derrière, quoi. Je continue ? Donc ça, c'est vraiment pour finir. Ce qu'on s'est dit, c'est que tant qu'à faire avoir ce dispositif, autant en faire profiter aussi les chercheurs qui, eux aussi, ont cette invitation, injonction, ça dépend des milieux, à partager aussi les données qu'ils produisent. Vous savez tous, voilà, toutes les questions de plan de gestion des données, de reproductibilité des résultats, les contraintes aussi avec les ANR qui demandent où est-ce que vous allez déposer les données. Enfin voilà. On s'est dit que nous, on savait le faire pour la statistique publique, donc on saurait très bien le faire aussi pour les chercheurs. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un seul portail pour pouvoir trouver en fait toutes les données. Donc l'idée, c'est d'avoir le même type de procédure et de documentation pour apparaître sur le portail en commun. Et ça sera sûrement, je pense, abordé dans la présentation suivante. Il y a cette question aussi de documentation tout au long du projet qui intervient vraiment au moment quand on fait la gestion du plan de données. Parce que nous, on est très content quand quelqu'un avec des données qu'il a fait il y a 20 ans, mais souvent, il a un peu oublié ce qu'il avait fait. Donc, il y a vraiment un intérêt à pouvoir documenter au fil de l'eau. Parce que voilà, généralement, le questionnaire, on va le retrouver, des notes de méthodologie, il y a des choses qu'on ne va pas forcément retrouver. Donc, il y a vraiment un intérêt à tout de suite documenter ces données. Donc, ça reprend ce que je viens de vous dire, l'idée d'avoir quelque chose en commun. Et nous, on pourra vous accompagner aussi sur toutes les questions de cadre juridique pour établir des conventions, pour diffuser aussi uniquement à la communauté scientifique, ce qui est une des craintes aussi des chercheurs qui disent « Oui, moi je veux bien partager mes données, mais les gens vont faire n'importe quoi avec ».
Alors pour pas faire n'importe quoi, il ne faut pas les diffuser à n'importe qui, déjà. D'où le fait de les diffuser aussi uniquement au monde académique et de bien les documenter. Si on explique pourquoi on a fait ça de telle façon, on sait qu'il y a une limite sur l'échantillon à tel niveau. Enfin, plus on donne d'informations et plus les données seront bien réutilisées. Donc il y a vraiment cette idée d'accompagnement et aussi voilà, de faire ça correctement pour pouvoir aussi être cité, parce que du coup, les données qui seront déposées auront elles aussi leur DOI. Ça permet aussi voilà, de valoriser le travail. Et donc, ça sera fait à la fois par l'équipe de la DISP et par les PUD pour accompagner le dépôt des données. Il y aura une convention qui sera faite avec le CNRS et l'institution pour toutes les questions légales. Et nous, on pourra vous aider parce que c'est aussi une des interrogations sur comment pseudonymiser les données. Donc souvent, voilà, c'est se poser les questions de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que j'accepte d'enlever. Souvent, on dit que nous, il y a un choix à faire entre la géographie fine ou la profession fine. C'est compliqué de garder les deux. Donc voilà, il y a des choix il n'y a rien d'automatique, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour ce type de données, pour ce jeu de données. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un échange à chaque fois avec l'équipe de recherche pour voir qu'est-ce qu'on accepte d'agréger pour garder des informations les plus importantes. Et voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, il nous reste du temps. Moi, je voulais faire une question sur la durée du dépôt. Est-ce qu'il y a une durée maximale, minimale pour les données déposées? Non, en fait, tant que vous êtes d'accord qu'on les diffuse, on les diffuse. Si un jour il est décidé que vous ne voulez plus les diffuser, bah, on les enlève. Il n'y a pas de durée. Et par contre, on n'est pas une archive pérenne. Il n'y a que le CINES qui est une archive pérenne. Donc voilà, on ne peut pas vous garantir qu'on les gardera 300 ans. On n'en sait rien, on n'est pas, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais, parce que parfois aussi, si je ne suis pas experte du plan de gestion de données, un truc comme ça, mais parfois aussi on peut demander comment les données seront, voilà, à la fin, qu'est-ce que l'usage des données, qu'est-ce que les données seront, bref, les données seront, comment dire, conservées, je me prends un terme comme ça. Donc, parfois, parce que je pose cette question parce que j'ai eu affaire à un chercheur qui me demandait, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, qui devait rédiger un plan de gestion de données. Il disait, bon, moi, je ne sais pas trop ce que je vais répondre au niveau des données, dans de l'archivage et tout. Est-ce que je peux les déposer à la PUD? J'ai dit, non, on n'a pas. Il me disait, mais si je dépose, ça peut prendre combien de temps et tout. Moi, je n'étais pas en mesure de répondre au chercheur. Et après, après, c'est vrai que j'ai vu c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait le CINES qui pouvait faire, mais que c'était pas gratuit aussi. Non, voilà. En fait, le CINES n'a pas vocation à tout récupérer. C'est vraiment, ils font un choix sur ce qu'ils considèrent être d'un intérêt pour l'histoire, on va dire. Je connais pas les critères du CINES, mais nous, voilà, on gardera les données tant qu'on sera ouvert. Donc, étant donné qu'on est quand même un service du CNRS, a priori, on ne va pas disparaître dans 5-10 ans. On a plutôt vocation à durer, mais on ne peut pas offrir des garanties indéfinies. D'accord, mais si pas, bon, après, c'est vrai que tu as déjà répondu, mais si, par exemple, la personne doit préciser une durée, on pourrait mettre, qu'est-ce que tu conseillerais, minimal, on dirait 5 ans? Non, pas possible. Plus que ça. Plus que ça. À mon avis, tu peux mettre 50 sans qu'il y ait de problème. Enfin, d'accord. Non, c'est juste comme ça, parce que voilà, ça peut faire peut-être plus, mais au moins une durée minimale. Enfin, je ne pense pas que le CNRS coule avant 50 ans quand même. Je sais pas. D'accord. Ok. Je voulais juste apporter des précisions sur l'aspect conservation des données, même si ma collègue Léna, qui a une formation d'archiviste, saura un petit peu mieux que moi vous donner des réponses. Mais la conservation pérenne des données, on parle de conservation pérenne sur des durées qui vont dans l'ordre de 30 ans.
Donc, 5 ans, c'est déjà beaucoup pour des données. Sachant qu'en 5 ans, un format numérique, il change. Donc, 5 ans, c'est très long déjà. Peut-être qu'au bout de 3 ans, on peut déjà plus ouvrir et réutiliser les données. Donc, en fait, le CINES, c'est vraiment le seul opérateur, entre guillemets, qui fait de l'archivage pérenne pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et eux, faut comprendre que ce n'est pas des serveurs sur lesquels on colle des données qui vont rester là pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'eux, ils font évoluer les formats de données pour qu'on puisse toujours les ouvrir et les utiliser. Du coup, c'est un service qui a un coût à l'année, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous savez combien de temps vous pouvez garder les données ou vous avez... Nous, on a des données du coup depuis les années 80. On les a toujours. Elles sont toujours. On peut toujours les ouvrir. Pour l'instant, voilà. Mais après, effectivement, dans 50 ans, peut-être que ça marchera plus. J'en sais rien, en fait. Nous, on fait de notre mieux. Pour l'instant, on propose 4 formats. Le 4e, on est en train de finir. Mais donc on diffuse les formats en SAS, Stata, SPSS et CSV. On se dit que normalement, avec ces 4-là, ça devrait tenir. On a pris au début les gros logiciels d'analyse statistique et le CSV qui, a priori, normalement, est récupérable par à peu près tout. Mais peut-être qu'à un moment donné, l'informatique va complètement changer et là, il faudra tous les reprendre. Mais pour l'instant, on est là, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je vais bien poser une question, mais ça sera peut-être bête parce que comme on a raté le début de votre présentation, c'est pas grave. Je m'excuse par avance. Du coup, quel est votre lien avec l'entrepôt Nakala? Est-ce que vous vous positionnez par rapport à eux? Et du coup, certainement, vous proposez des services différents et je m'excuse de ne pas avoir entendu. Ouais, en fait, j'ai pas parlé de Nakala au début. En fait, nos serveurs sont hébergés par Humanum. Donc, on a des liens directs avec Humanum. C'est eux qui hébergent toutes les données à l'IN2P3. Et la grosse différence, nous, qu'on voit avec Nakala, c'est que c'est de l'autodépôt. Et du coup, pareil, de la documentation faite chacun individuellement. Alors que nous, c'est vrai que je ne l'ai pas remis dans la présentation, mais en fait, si vous voyez, la structure est vraiment la même pour chaque référence. Toutes les catégories ne sont pas renseignées à chaque fois. Mais on a vraiment des catégories, en fait, c'est du DDI, qui est vraiment la norme internationale qui est reconnue pour tout ce qui est sciences humaines. Et on s'efforce de remplir au maximum chacune de ces catégories. Et ça, pour ce qu'on appelle donc la description générale des parties hautes, et idéalement jusqu'au niveau des variables. Sachant qu'on a 1500 références à la DISP et qu'on est 3, on n'a pas fait les 1500 jusqu'au niveau des variables, mais on s'y emploie. Mais il y a une grosse partie quand même des variables qui sont disponibles. Si vous voyez, si je retourne là, je pense, on a quand même 396 526 variables qui sont renseignées. Donc, ça permet quand même un bon niveau de détail. Et ce qu'on se dit, c'est que voilà, un chercheur tout seul ne fera pas forcément ce travail-là. Déjà, pour récupérer le questionnaire, le dictionnaire des codes, voilà. Donc nous, voilà, on sait quels sont les critères qui sont a priori importants pour quelqu'un qui veut réutiliser les données. Et notre travail, c'est vraiment de la documentation pour que ce soit réutilisable. Bah franchement, en tant que documentaliste, j'apprécie le travail de documentation des données. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, on en a moins que vous. Donc, c'est un travail qui est chronophage et ingrat parce que les gens ne le voient pas, non. Mais tellement essentiel. Parce que sinon, vous l'avez bien dit, on ne peut plus utiliser les données en fait, si elles ne sont pas documentées. Oui, on ne peut pas les trouver, on ne sait pas comment bien les utiliser, comment... Voilà. Donc, bravo. Merci. Oui. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait un service historique ou je sais pas, qui fait des enquêtes avant 1952, c'est ça? En fait, si je reprends par rapport au département... Hop. Les départements, ils étaient là. Il y a un département... En fait, il y a des chercheurs qui ont la responsabilité d'un département. Donc, il y a un département opinion, un département santé, un département société, un département données historiques. Donc, c'était ça que je disais. Et
c'est quelqu'un qui essaye de récupérer des données historiques, qui du coup est du travail dans le domaine, qui essaye d'inciter ses collègues à déposer des données chez nous. Voilà. C'est des gens qui sont du domaine, qui essayent de faire connaître les services et qui essayent de récupérer des éléments. D'accord. Mais est-ce que, moi, ma question, c'était pour les enquêtes, certaines enquêtes les plus vieilles. Moi, j'ai téléchargé pas mal de séries de données maintenant sur Progedo. Et il y a des enquêtes qui datent de, je sais pas, pratiques culturelles ou emploi du temps qui datent des années 60-70. Et souvent, enfin, il y a, par exemple, je sais pas, je crois que la première enquête emploi du temps, il y a des âges agrégés. Donc moi, je travaille sur les âges justement en détail. Donc si j'ai des âges agrégés, et justement, j'ai des tranches d'âge un peu différentes de ce qu'on utilise d'habitude, donc ça me sert à rien. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, enfin, j'imagine qu'au au moment de l'enquête, on n'a pas demandé si les gens ils avaient entre 45 et 64 ans. Et... Ah, c'est possible. Ah, c'est possible? Oui. Bon, bah, alors ça, je sais pas. Mais il y a d'autres, il y a aussi d'autres, je crois que pratiques culturelles, il y a des variables où les noms de variables, c'est des codes et on ne sait pas à quoi ça correspond. En fait, Donc, il oui. y a pas mal de vieilles enquêtes où on sent que ça a été balancé un peu comme ça et c'est un peu difficile de... Oui, à l'époque, c'était compliqué. On essaye de récupérer à la fois des vieilles enquêtes parce qu'on sait que c'est intéressant, mais on a du mal des fois à récupérer la documentation qui va avec. Vous allez voir, il y a des questionnaires, ils ont été tapés à la machine, quoi. Ah oui, ça, je les ai vus. Mais après, si les données, il est possible que les données des pratiques culturelles soient au CSD et avec les agents clairs. Mais il faut passer au CSD. D'accord. Mais donc, la partie historique ne s'occupe pas de un petit peu retravailler sur ces enquêtes? Non, en fait, nous, le FPR, c'est le producteur qui choisit de déposer les données, les variables, le format. S'il les a agrégées, en fait, les classes d'âge, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde et que ça posait des problèmes d'anonymisation. Ok. C'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de données qui sont agrégées. L'âge, souvent. La géographie, souvent. Les professions. Enfin, voilà. En fait, il peut y avoir l'information plus détaillée, mais elle peut ne pas rester dans le FPR s'il y a des questions d'identification potentielle des gens. En fait, les producteurs acceptent qu'il y ait un petit risque de réidentification si vous savez que la personne a répondu qu'elle fait tel métier, qu'elle machin. Mais on se dit quand même, les chances sont rares. Si vous ne connaissez pas les gens, il ne faut pas pouvoir les reconnaître. Mais normalement, même si vous les connaissez, l'idéal, c'est de ne pas pouvoir les reconnaître. C'est pas... c'est vraiment pour les questions de RGPD. D'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais il y a une date de péremption pour ça? Parce qu'on peut se dire qu'une enquête, je sais pas, qui date des années 50, les gens sont peut-être quasiment tous morts. Donc, est-ce qu'il y a un moment où on se dit... Bah, au-dessus d'un certain âge, ils sont la plupart morts quand même. Hein. Moi, je ne sais pas si les gens sont tous morts. Donc, pour l'instant, c'est pas tombé encore dans le domaine public. Voilà, donc... si on regarde les adultes, un adulte né en 55, un adulte en 55, il y a quand même... Bon. Ah bah, quand j'arriverai au cimetière, oui. Je voudrais pas qu'on découvre des choses, mais... Bon, donc pour l'instant, on n'a pas tellement cette problématique. D'accord. Merci. De rien. D'autres questions? Bon, je pense qu'il n'y en a plus. Eh bien, merci Laurel. Merci beaucoup. Je vais fermer tout mon bazar. J'enlève juste mes trucs qui traînent partout. Non, mais il y a encore 6 minutes. Hein. 6 minutes? Ah, mais je peux répondre aux questions. Hein. Du coup, oui. J'avais posé une question plutôt très précise. Technique. Allons voir ça. Ouais. Si vous voulez, je peux la répéter. Hein. Oui, non, mais déjà, je vais faire deux choses. On va ouvrir ça. Alors voilà, déjà, ça va te donner un aperçu de ce qu'on a en données entreprises. Par rapport aux autres, il n'y a pas beaucoup. Ok. Et il faut voir après s'il faut ouvrir soit une fiche,
soit une série pour voir un peu si ça traite de... En fait, moi, voilà, je connais pas les 1500 par cœur. Hein. Pour faire D'accord, ok, simple, ok. du Bah, coup, il de faut... façon, il si vous faut... voulez, si vous voulez, de façon précise, en fait, ce que je recherchais, je voulais avoir des données sur Macon et sur Beaune. Je voulais comparer la typologie d'entreprise, en fait, entre Macon et Beaune, tout simplement. Bon, il faut regarder. Vraiment, je ne les connais pas toutes par cœur. Je suis c'est désolée. compris. Ok, Mais par contre, le moteur de recherche marche plutôt bien. Et entreprise, donc, si les données qui sont là suffisent pas, il faut les regarder au niveau des PSM. Ah, pardon, je peux voir le bon. Hop, source. Il y a peut-être des possibilités de faire des PSM sur les données entreprises. Si on est sur des choses, des périmètres restreints. Parce que voilà, on a peu de FPR sur les entreprises pour des questions d'anonymisation. d'accord. Et toute dernière question, c'est lié à ça. Comment je peux faire pour avoir accès à ça? J'ai entendu que ça passait par l'institution, c'est ça, auquel je suis rattaché. Non, en fait, il faut commander sur mon joli portail que j'ai fermé, le portail tout noir. Ok, Hop, il faut créer un profil. Et après, cocher ce... Pour l'instant, il faut aller cocher, il faut aller regarder de ce côté-là. ok, Il va y avoir une référence, ou en notant le titre de l'enquête dans le moteur de recherche, là, ça va ressortir. Et après, il faut commander, envoyer les formulaires et ok, ça d'accord. marche. C'est compris, merci. Mais à terme, la fonction panier fonctionnera dans quelques mois.